l'épisode d'aujourd'hui, je reçois Judith Sasseville, qui est sexologue. Salut Judith. Salut Isabelle. Alors, on va parler ensemble là, d'éducation à la sexualité. Tu peux te présenter rapidement, là. Judith, dis-nous qu'est-ce que tu fais, c'est quoi ton parcours, comment tu es devenue sexologue? Oui, en fait, moi, je m'appelle Judith, je suis sexologue depuis maintenant 4 à 5 ans. Là, c'est plus clair dans ma tête. Je travaille sur beaucoup de sphères. Je travaille premièrement dans l'éducation à la sexualité auprès des enfants. J'ai une spécialisation à l'enfance qui est pas mal rare auprès des sexologues en général, mais je fais aussi tout ce qui est le volet individuel, couple auprès de enfants, adultes, adolescents et compagnie. J'ai quand même beaucoup de chapeaux au niveau de la sexologie, mais mon dada, c'est vraiment l'éducation à la sexualité. Qu'est-ce qui m'a poussée à aller là-dedans? C'est que je trouvais que, comme adolescent, j'étais adolescente quand j'ai fait le choix d'aller en sexologie, ça fait quand même un bon bout. Je trouvais que j'avais jamais été informée de plusieurs aspects de la sexualité, pas juste les pratiques, mais vraiment tout ce qui était au niveau de l'identité, de la puberté, de ces choses-là, malgré que le fait que mes parents étaient très ouverts et qui m'ont quand même donné pour le temps, une bonne éducation à la sexualité, j'ai trouvé qu'il y avait beaucoup de lacunes, puis je me suis dit que c'était moi qui allais changer les choses. Je commence un petit peu à la fois, 2 oreilles à la fois, mais j'essaye de passer le plus de messages possible. Je travaille aussi chez Oli Éducation, là, qui est une plateforme en ligne d'éducation à la sexualité. C'est toi qui es responsable du contenu sexo, c'est ça? Oui, en fait, je suis la directrice du volet sexologie, puis c'est un peu par là qu'on passe tout mon contenu éducatif. Chez Oli, on est vraiment une plateforme, qui fait en sorte qu'on fait l'éducation à la sexualité des parents pour les enfants. Maintenant, on a aussi un volet atelier dans les écoles, on en reparlera un petit peu plus tard, mais ce qui fait en sorte que je côtoie aussi des enfants. Pour parler là, du sujet d'aujourd'hui, l'éducation à la sexualité, là, dans le fond, moi, je suis physiothérapeute, je fais de la rééducation périnéale auprès des femmes. Puis mon constat, c'est qu'il y a beaucoup, beaucoup de femmes qui ne connaissent rien à leur sexualité, rien à leur anatomie. Je me suis dit: «Comment ça?» Tu sais, c'est-tu parce qu'ils n'ont pas reçu cette éducation-là? Probablement. Moi, je suis née à la fin des années 80. Mon éducation à la sexualité dans le parcours scolaire, c'était via le cours de FPS. T'as-tu eu ça, toi, Judith? Moi, j'avais même pas le FPS. Moi, je suis la réforme tout de suite après, là, on n'avait OK. rien du tout. Ouais, c'est ça, tu plus jeune que moi. Mais c'est ça, fait que, tu sais, en FPS, nous, là, c'était pas grand-chose, là. C'était vraiment très, très de base. Les profs étaient mal à l'aise, les étudiants étaient mal à l'aise, tout le monde était mal à l'aise. Puis venait le temps où un courageux ou une courageuse se levait puis allait montrer comment on met un condom sur un pénis. Me semble que c'était en bois, là, à l'époque, là. Hem Probablement. Ouais, c'est ça. Fait que, tu sais, j'ose espérer que ça l'a évolué. Fait que, tu sais, ce que je veux qu'on discute ensemble aujourd'hui, c'est le programme, scolaire qui est actuellement, là, en vigueur en 2025 au Québec, voir de où on part, vers où on s'en va, puis est-ce qu'il y aurait des possibilités d'amélioration, là, de ce programme-là? Pour commencer, je pense que c'est important de définir c'est quoi, là, la sexualité versus la santé sexuelle. Ben oui, en fait, la sexualité, pour moi, c'est pas juste une chose, mais c'est un concept qui est vraiment large. Souvent, quand je parle de sexualité ou quand on entend le mot sexualité, on pense tout de suite vraiment aux relations sexuelles, à l'acte sexuel, mais en réalité, ça englobe tellement plus que ça. C'est quelque chose qui est vraiment vivant, dynamique comme contexte. C'est pas figé. La sexualité, ça va évoluer avec nous tout au long de notre vie, tout au long de nos expériences, de contexte, de nos étapes de vie. Évidemment, un enfant n'a pas la même sexualité qu'un adulte. Là. Ce qu'on vit à 15, 30, 60 ans, c'est jamais la même chose en contexte sexuel. C'est vraiment multidimensionnel, la sexualité. C'est tout ce qui touche au corps, aux émotions, à la pensée, aux relations sociales, à la communication, à l'amitié, à l'identité. Quand on parle aussi d'une sexologue, ça va venir intervenir sur toutes ces sphères-là, pas nécessairement juste sur les actes qui vont se passer dans une sexualité avec les adultes. C'est pour ça qu'on peut voir de la sexologie en enfance, malgré le fait qu'ils n'ont pas d'actes sexuels. Mais il y a même pour certaines personnes aussi, ça vient dans le spirituel, dans les croyances, dans les valeurs, dans les stéréotypes, parce que la sexualité, ça va venir vraiment influencer tout ce qui est notre identité, notre manière de se présenter, nos relations, notre épanouissement personnel. C'est pas parce que aussi on est en couple ou célibataire que notre sexualité est absente ou non.
Et de la sexualité, c'est autant individuel que partagé. Fait que c'est vraiment un concept qui est très large. Cette définition-là, dis-moi, là, c'est depuis quand à peu près que ça existe? Tu as parlé d'enfance, de sexualité à l'enfance. Je pense qu'il y a encore beaucoup de croyances que si on parle de sexualité avec les enfants, ça va les hypersexualiser parce que tout de suite, il y a une référence au comportement sexuel. La définition que tu apportes, ça fait combien de temps à peu près qu'en sexologie, vous véhiculez ce message-là? Ça fait quelques années, dans le sens que je pense qu'à la base, l'homosexualité, c'est vraiment vu comme les actes, mais somme toute, comme je viens de l'expliquer, c'est tellement plus que ça fait en sorte que on parle de développement psychosexuel. C'est plus souvent ça qu'on entend à l'enfance, dans le sens tous les petits facteurs qu'on va venir emboîter ou construire pour qu'éventuellement l'individu à l'âge adulte ou un petit peu plus vieux ait une sexualité qui est épanouie. Puis encore une fois, quand je dis sexualité, c'est pas juste les actes sexuels, mais c'est vraiment comment il va se sentir à l'intérieur de lui dans tout son ressenti puis toutes ses pensées. Puis si on fait un parallèle avec la santé sexuelle, fait que est-ce que c'est différent? C'est la même chose? C'est une autre vision? Explique-moi un Mhm. peu. La santé sexuelle, à l'inverse, c'est vraiment comment on va vivre cette sexualité-là, sexualité dans le concept que je viens d'expliquer. L'Organisation mondiale de la santé disait déjà en 1975 que c'était l'intégration de tout ce qui est les aspects physiques, émotionnels, intellectuels puis sociaux qui vont favoriser éventuellement l'amour, la communication, l'épanouissement. C'est vraiment en 2012 là, qu'on a élargi la définition qui parlait plus de bien-être global, de durabilité dans l'aspect de santé, là, santé sexuelle, qui vont faire en sorte qu'on va vraiment venir insister sur un climat de choix au niveau de ta sexualité, à l'inverse de la violence, parce qu'on peut voir que maintenant, il y a la violence sexuelle qui existe. Fait que quand on parle de santé sexuelle, c'est important de comprendre que c'est vraiment la capacité à profiter de sa sexualité, mais comprendre qu'il y a des risques, qu'il faut se protéger, mais qu'il faut vivre aussi des expériences relationnelles qui sont respectueuses et enrichissantes. Fait que c'est une composante de la santé au même titre que la santé mentale, la santé physique, l'alimentation, ben, la santé sexuelle, c'est une autre facette de notre santé globale. Absolument, c'est ça qui va venir souvent influencer notre santé mentale, notre santé physique, parce qu'on sait que la sexualité en tant que telle, ça a des bienfaits au niveau physique et mental. Fait que je pense que c'est vraiment une composante de la santé qui est essentielle, puis qui va nous permettre d'aller vers l'épanouissement, le plaisir, puis une communication qui est plus saine aussi entre individus. On va aborder maintenant là, le programme d'éducation là, à la sexualité dans le réseau scolaire québécois. Le programme actuel est en vigueur depuis quand? Le nouveau programme, ça l'a bougé dans les dernières années, là, mais il est devenu obligatoire en 2023. Il y a eu un petit avant-goût en 2018 où ils ont donné le contenu, puis ils ont dit: «Il est pas obligatoire, il est là, vous pouvez le donner si vous voulez», mais en 2023, il est vraiment devenu obligatoire dans le contexte, du nouveau cours qu'on appelle Culture et citoyenneté québécoise. CCQ là, pour les intimes. Fait que c'est à travers ce cours-là qu'on va venir donner un petit peu plus d'éducation à la sexualité. Puis je dis un petit peu plus, vous retiendrez le un petit peu, qui est important là-dedans. Puis ce cours-là, le CCQ vient remplacer éthique et culture religieuse qui était auparavant dans l'ancien programme, puis qui se donne vraiment du primaire de première année à secondaire 5, qui va être donné au primaire par les titulaires de classe, fait que par l'enseignant principal, puis au secondaire par l'enseignant qui était auparavant l'enseignant d'éthique et culture religieuse, qui devient maintenant l'enseignant de CCQ. Puis parfois va être couverte dans d'autres matières en petite dose, là, mais à savoir aussi qu'en secondaire 3, il y avait pas d'éthique et culture religieuse et il n'y a pas de CCQ non plus officiellement dans le programme. Fait que ce sont vraiment les enseignants de matières connexes, exemple souvent sciences et technologies, qui vont venir prendre un petit peu de cette charge-là de donner les cours d'éducation à la sexualité. Donc, nos jeunes Québécois actuellement entendent parler de sexualité dès la première année. Ça peut faire peur aussi à certains parents d'apprendre que notre enfant va commencer à entendre parler d'éducation en sexualité en première année, mais faut comprendre que l'éducation à la sexualité, ça va commencer tôt, mais c'est pas les mêmes contenus qu'on va parler en secondaire 5, par exemple, à des adolescents qui sont proches d'avoir une sexualité active. Ça va surtout tourner autour
de la connaissance de soi, fait qu'essayer de reconnaître ses besoins, ses émotions, comprendre son corps. On va probablement venir parler des parties du corps, de toutes les émotions qu'on peut vivre, puis veut pas, les émotions, c'est une partie centrale éventuellement de notre sexualité. C'est important de les connaître, puis je trouve que en ayant passé par un programme autre, on n'apprenait pas nécessairement nos émotions. Puis je le vois beaucoup avec des clients de l'âge adulte. Ils connaissent les 5 émotions principales, fait que la peur, le dégoût, la joie, la tristesse, la colère, mais ils en connaissent pas d'autres. Mais honnêtement, les émotions, c'est beaucoup plus que 5 émotions. Puis, c'est difficile de s'exprimer seulement avec 5 émotions, fait que ça peut faire en sorte qu'on devient rapidement mêlés dans notre communication émotionnelle, qui peut faire en sorte qu'on a de la difficulté à se comprendre dans nos relations interpersonnelles. Je pense à des couples, je pense, à des amis, je pense à dans des relations de travail. Fait que je pense que c'est quand même des bases qui sont importantes à mettre tôt dans nos jeunes enfants pour éventuellement qu'ils puissent développer des relations interpersonnelles qui sont plus intéressantes puis plus, compréhensives et égalitaires. C'est intéressant ce que tu dis que là, tu as des parents qui viennent te consulter. Comme parents, si nous, on n'a pas eu une éducation à la sexualité qui était complète, ce qui est la majorité, je pense, des parents actuellement qui ont des jeunes enfants là, à la petite enfance, c'est difficile d'accompagner nos jeunes là-dedans si nous-mêmes, on n'a pas de référence ou si on ne sait pas comment nommer nos émotions. C'est intéressant parce que notre génération, malheureusement, je pense vraiment pas que c'est la majorité des gens qui sont très confortables avec ces sujets-là. Pas grande génération avant, telle de nos enfants en Ouais, tu devenir, raison. qui sont à l'aise avec ça. Tu sais, passer d'un sujet qui était extrêmement tabou, qui était même très encadré par la religion, qui s'est développé un petit peu au fil du temps dans des esprits différents selon les générations, mais il y a personne qui a vraiment eu une éducation à la sexualité comme on l'entend maintenant. C'est très rare. Maintenant, les parents ou les grands-parents qui vont se dire à l'aise de faire l'éducation à la sexualité de leurs enfants, de leurs petits-enfants, ou en contexte de travail aussi, là, les enseignants qui vont le donner aux enfants parce que on n'a pas eu, puis on nous a appris que c'était un petit peu un sujet malaisant. Tu sais, on l'a souvent référé à la conversation que tu vas avoir avec tes parents qui va être super malaisante, puis qui va se faire une fois, puis que ça va être, la pire conversation de ta vie, mais qu'après ça va être fait. C'est une conversation souvent qui tourne autour de la contraception, là. Tu sais, c'est: «Assis-toi, je vais t'expliquer comment que ça fonctionne, puis après ça, c'est fini, on n'en reparle plus jamais», là. Fait que je pense que c'est ça, ça a évolué beaucoup, là. Oui, parce que ça doit définitivement pas être juste une conversation. En fait, l'éducation à la sexualité, qu'est-ce qu'il faut comprendre, c'est que ça doit être un processus qui est continu, puis qui est intégré à plusieurs sphères de la vie des enfants. Heu, on doit pas le faire en une discussion, puis je pense qu'il y a tellement trop de sujets pour le faire en une discussion, comme j'ai parlé tantôt, juste les émotions, la communication. Peut-être que c'était déjà quelque chose qui était intégré dans l'éducation des enfants, mais qu'on ne mettait pas le concept d'éducation à la sexualité, qu'on le faisait sans le savoir non plus. Mais maintenant, quand on l'appelle l'éducation à la sexualité, ça fait peur souvent comme mot, parce qu'on se dit justement que la sexualité, c'est quelque chose qui est encore un petit peu gênant. Mais je pense que le meilleur conseil que je peux pas donner, c'est de le dire ça aux enfants que nous, on n'a pas eu cette éducation-là. Ça se peut qu'on ait de la gêne un peu à en parler, mais qu'eux doivent pas en avoir. C'est juste que nous, on a été éduqués comme ça. Fait que comme ça va nous permettre de pas transmettre cette gêne-là par rapport à ce sujet-là à la prochaine génération. Puis eux, éventuellement, vont pouvoir faire l'éducation de leurs enfants de manière beaucoup plus fluide, moins de gêne. Puis ça leur apprend que si nous, on a une gêne, c'est pas parce que c'est le sujet qui est gênant, mais c'est parce que on nous a éduqués avec cette gêne-là. Je pense qu'il faut être transparent avec nos enfants. Oui, c'est ça, puis faire preuve d'ouverture aussi, puis de montrer qu'on est bien intentionné, puis qu'on veut apprendre, puis on veut bien accompagner nos jeunes aussi. Tu as parlé, c'était les enseignants qui sont titulaires, là, qui donnent le contenu. Explique-moi un peu comment ça fonctionne. Le ministère a fait un programme, après ça, c'est relayé aux écoles, puis c'est les enseignants qui se débrouillent avec ça, c'est ça? En fait, le gouvernement a imposé les thèmes. Fait qu'il a créé le programme en consultant évidemment des professionnels, mais il a pas donné la manière de les enseigner. Dans le fond, quand tu es admettons, au baccalauréat en enseignement primaire et ou secondaire, tu as beaucoup de cours. Tu as des cours qui vont t'expliquer les mathématiques, te montrer comment les enseigner, le français, mais il n'y a pas de cours sur l'éducation à la sexualité présentement.
Et tous les enseignants qui n'ont pas fini dans les dernières années n'ont pas non plus eu ce cours-là, étant donné que c'était pas obligatoire. Fait que toute la matière qu'on va imposer, ben, va être beaucoup à la discrétion de l'enseignant sur comment l'enseigner. Certains vont en parler de manière vraiment théorique, puis d'autres vont faire des activités, des discussions en classe, vont vouloir montrer des vidéos, mais ça va varier vraiment d'un enseignant à l'autre. Mais évidemment, ça va devenir un enseignement qui est très subjectif parce que la sexualité ou notre manière de l'aborder est beaucoup basée sur nos expériences, sur notre conception, sur notre connaissance de ces concepts-là. Puis présentement, comme notre génération, on n'a pas eu d'éducation à la sexualité qui était standard, ben ça varie d'une personne à l'autre. Fait que l'enseignement que les enfants vont recevoir va dépendre de leur enseignant, qui est une chose un petit peu spéciale parce qu'on va tous partir avec la même base de mathématiques. On comprend tout comment les mathématiques fonctionnent de manière standard, mais c'est complètement quelque chose qui est différent au niveau de l'éducation à la sexualité. Puis est-ce que tu as l'impression que dans certaines écoles, au niveau de l'équipe école, il y a du soutien pour les profs dans la façon de fournir, verbaliser le contenu en éducation à la sexualité ou pas vraiment? Tu sais, est-ce que l'infirmière d'école est en soutien? Pourquoi c'est pas elle qui donne ce contenu-là? Tu sais, ça pourrait être comme une spécialité. Je me dis, ça serait plus uniformisé, non? Moi, je suis d'avis qu'il devrait y avoir des sexologues dans toutes les écoles. C'est vraiment mon opinion personnelle, mais on n'est pas rendu là, surtout avec les coupures en éducation. Puis c'est ça qu'on se fait beaucoup répondre parce que présentement, avec Oli, on a créé des ateliers qui sont vraiment clés en main en éducation à la sexualité pour que nous, notre équipe de sexologues, on ait à la limite les données dans les classes pour que les enseignants qui sont un petit peu moins à l'aise ne passent pas cette gêne-là puis laissent des professionnels en parler. Mais on se fait souvent dire que les contraintes budgétaires font en sorte que c'est difficile de faire venir des invités. Mais oui, il y a des équipes écoles qui mettent un petit peu plus de ressources auprès des enseignants. Je pense que ça va dépendre leur vision de l'importance de ce sujet-là. Puis il n'y a pas tout de même pensé à ce niveau-là. Ça va faire en sorte que, comme j'ai dit tantôt, l'éducation à la sexualité devient très inégale d'un milieu à l'autre. Fait que rendu au secondaire, tu sais, les enfants vont recommencer encore avec des nouvelles équipes écoles vu qu'on change d'école. Puis ils vont partir encore une fois de connaissances qui sont inégales. Au final, à 18 ans, un enfant va pouvoir être très équipé ou très peu équipé en éducation à la sexualité présentement. Ça va dépendre de par quel enseignant ou quelle l'école y a passé. Et ça peut raviver des traumas, là, mais avec certains sujets. Par exemple, en troisième année du primaire, il aborde, je pense, le violence à caractère sexuel. Donc, si une enseignante ou un enseignant X a vécu ça dans sa vie, c'est probablement que ça ne tente pas d'aller parler à des enfants de troisième année. Est-ce qu'à ce moment-là, tu sais, il y a des mesures ou c'est vraiment débrouille-toi puis fais ton possible? Encore une fois, je pense que ça va varier d'une école à l'autre. Des fois, il y a des enseignants qui sont chargés de toute l'éducation à la sexualité. Ça va probablement être l'enseignant qui est le plus à l'aise, mais de toute l'école. Je te dirais qu'il n'y a pas de manière de faire, mais effectivement, souvent, que tu aies été victime, que tu aies été confronté à ça, c'est difficile de passer cette matière-là parce que, comme tu l'as dit, ça peut raviver des traumatismes ou même ça peut raviver des traumatismes chez des enfants de la classe qui ont peut-être vécu des choses comme ça. Fait qu'il faut être quand même équipé à savoir comment réagir en cas de déboilement, comment réagir si un enfant commence à pas bien filer, est-ce qu'on continue, est-ce qu'on le sort du groupe? C'est des choses que les enseignants ne savent pas nécessairement, puis c'est pas de leur faute. T'sais, ils n'ont pas eu cet apprentissage-là, ils n'ont pas eu cette notion-là. Fait que c'est difficile pour eux de pouvoir agir ou réagir de la bonne manière. Ça va créer justement un sentiment d'insécurité pour eux d'aller donner cette matière-là. Ça peut faire en sorte que, justement, tout le sujet devienne super tabou rapidement pour toute la classe. C'est quand même dommage parce que, tu sais, les enseignants, ils ont déjà beaucoup, beaucoup de charges de travail. Il faut qu'ils soient déjà, en compensation pour les coupures, comme tu as dit, pour, des intervenants spécialisés dans leur classe. Puis là, en plus, on s'attend d'eux qui deviennent des intervenants sociaux. Tu sais, est-ce qu'on peut leur demander de devenir sexologue en l'espace de quelques jours, de quelques heures, dépendant de leur niveau scolaire, de la nouvelle matière qu'ils vont avoir à intégrer? Puis surtout, ils doivent le faire sur leur temps libre parce que, évidemment, tu sais, on sait que les enseignants ont beaucoup de charges de travail, mais aller s'informer sur ces sujets-là, souvent, sont pas payés pour le faire. Fait que ça peut faire en sorte qu'il y en a qui prennent ça plus au sérieux, il y en a qui le prennent moins au sérieux. Fait que ça va pouvoir aussi
donner une différence de contenu d'un enseignant à l'autre. Qu'est-ce que tu penses, que ça prendrait pour qu'il y ait des sexologues dans les écoles? Ça prendrait une reconnaissance de l'éducation à la sexualité puis de l'importance de l'éducation à la sexualité au niveau de notre société. Je pense qu'au niveau des dirigeants, on est encore vraiment cachés, on se ferme les yeux au niveau de l'importance de parler de ça. On entend beaucoup ces temps-ci comme quoi il y a une culture du viol au Québec qui passe vraiment sous silence. Puis je pense que on se met la tête dans le sable en pensant que c'est des choses qui vont passer, c'est des choses qui arrivent juste chez les autres. Mais tout ça, ça pourrait être réglé par l'éducation en sexualité. Tout ça, ça pourrait être réglé par des sexologues qui interviennent rapidement dans le développement des enfants. Je pense que comme c'est un sujet, la sexualité qui est tabou, puis qu'on le voit avec nos lunettes d'adultes, comme j'expliquais au début, ben on se dit au primaire, ils n'ont pas besoin de ça. Dans les écoles, ils n'ont pas besoin de ça parce qu'ils n'ont pas de sexualité. Au final, ils n'ont pas de sexualité comme les adultes, mais comme je le disais, ils ont de la sexualité ou ils ont le développement psychosexuel qui commence déjà à ces âges-là. Ce serait important de les encadrer autant qu'on les encadre au niveau de leur développement physique, moteur par l'éducation physique. Ben, ça serait important d'avoir des professionnels qui les encadrent aussi au niveau de l'éducation à la sexualité dès leur enfance. Tu as raison, je pense qu'on se met des lunettes roses. Il y a quand même une recrudescence là, de l'homophobie, du masculinisme, de la culture du viol que tu parlais. Et je pense que, tu sais, on a comme envie de se dire que ça n'existe pas dans nos écoles puis chez nos jeunes. Malheureusement, ça existe. Est-ce que le programme actuel, l'éducation à la sexualité, est encore conçu pour faire peur aux jeunes filles? Fais attention pour pas tomber enceinte, fais attention pour pas attraper une maladie transmissible sexuellement, fais attention pour pas te faire agresser. C'était beaucoup le discours qu'il y avait à l'époque, là. Fait qu'est-ce qu'on est un petit peu plus dans la modération ou dans la nuance maintenant? Comme mentionné auparavant, c'est sûr que ça va dépendre de l'enseignant, évidemment, comme chaque personne est comme responsable de ce qu'il va dire, mais le programme en tant que tel est conçu pour l'être un petit peu moins. Il est conçu dans une optique un petit peu plus d'inclusivité puis de prévention au lieu d'y aller par la peur. Tu sais, je me souviens, moi, au secondaire, on me montrait des photos du TSS, puis tu sais, un peu pour nous faire peur dans cette optique-là. Mais maintenant, on essaye d'avoir un discours un petit peu plus préventif dans le sens, on va te montrer les bonnes manières de faire, puis après ça, c'est toi qui vas décider un peu qu'est-ce que tu prends, qu'est-ce que tu laisses. En mettant trop d'emphase sur la peur, ça fait en sorte que les jeunes filles avaient toute la responsabilité du monde aussi de pas tomber enceinte. Puis on se faisait beaucoup, j'inclus la gente féminine, se faisait beaucoup reprocher lorsqu'il arrivait quelque chose de pas avoir été prudente. Mais maintenant, on va aller dans un thème qui s'appelle l'agir sexuel, fait un petit peu plus dans l'optique de les outiller, d'avoir un agir sexuel qui est sain pour essayer de pas banaliser le sujet, puis essayer aussi d'intégrer le plaisir sexuel, pas nécessairement juste le plaisir féminin, mais bien le plaisir sexuel, un peu comme une invitation à avoir conscience des risques, mais de pouvoir faire soi-même la responsabilisation de qu'est-ce qui est risque versus bienfait de la sexualité. Sur papier, ils doivent parler de ça, l'agir sexuel, mais en réalité, ça se peut que ça soit évité ou minimisé par crainte de réactions négatives ou peut-être même par crainte de ce que les parents vont penser de la direction qu'on prend de l'éducation de nos jeunes filles, mais même de nos jeunes hommes aussi, là. C'est quand même un peu embêtant parce que de vouloir dire que la sexualité, c'est positif, j'imagine qu'il y a une espèce de biais quand on s'adresse à un jeune public comme des enfants du primaire. Fait que c'est pour ça, je pense qu'on pense souvent plus dans la prévention, puis on veut être sûr que le message soit pas mal perçu, mais en même temps, en ayant un discours comme ça, peut-être que les jeunes, ils perçoivent pas que la sexualité, ça peut être positif. Effectivement, puis tu sais, comme on le mentionne depuis tantôt, la manière qu'on va parler de la sexualité aux jeunes est vraiment différente que celle qu'on va parler aux ados qui ont 17 ans. Par exemple, au premier cycle du primaire, on est vraiment loin de la sexualité de notre vision d'adulte, mais on est plus dans la connaissance de soi. Ensuite, en 3e, 4e année, on va aller parler un petit peu plus du corps qui change parce qu'éventuellement, ils vont passer vers la puberté. On aime mieux en parler avant qu'ils soient dans la puberté pour qu'ils soient équipés, pour qu'il y ait une compréhension de qu'est-ce qui va arriver. Aussi, tout autant au niveau physique, mais au niveau mental, parce qu'on sait que
la puberté, ça va avoir de l'influence au niveau de toute leur psychique, de leur manière de voir les relations d'amitié avec respect, de leur manière de régler leurs conflits. Ensuite, vers la 5e, 6e année, ben là, on va aller plus dans les changements corporels, les menstruations, peut-être même les premières érections, leur expliquer qu'est-ce qui va se passer, les éjaculations, les poils, l'odeur corporelle, fait que tout ce qui est au niveau de l'image corporelle, les stéréotypes de genre, mais aussi les stéréotypes sociétals, puis aussi l'importance de la relation ou du respect dans les relations, parce que peut-être qu'on va commencer à avoir certains premiers petits couples. Évidemment, c'est pas des couples comme on l'entend, mais moi, je me rappelle, j'ai eu ma première relation amoureuse en 6e année de quelques semaines. C'est sûr que j'aurais aimé en savoir plus sur ça, savoir c'est quoi l'amour, comment on ressent l'amour. Ensuite, au secondaire, c'est peut-être là qu'on va aller plus parler de l'identité en profondeur. Fait que qu'est-ce qui est la diversité sexuelle, la diversité de genre, les relations amoureuses, le consentement, les pressions sociales. On va commencer à parler évidemment de la contraception, étant donné qu'il y a plus de personnes qui vont devenir fécondables. Je sais pas si je peux dire ça comme ça, mais qui vont avoir eu leur puberté. On va parler aussi des ITSS à ce moment-là, mais dans une optique de connaissance que ça existe, puis comment on fait pour se protéger. On va souvent aller aussi répondre aux questions des jeunes parce qu'ils seront pas nécessairement rendus au même niveau dans leur sexualité. Des fois, il va y avoir des questions qui sont plus directes. Il va en avoir qui le sont un petit peu moins, mais on va vouloir adapter nos réponses pour qu'il y ait de l'info qui sont claires et adaptées à leurs besoins. En secondaire 3, c'est là qu'on va rentrer peut-être plus dans le désir, dans le plaisir, si évidemment les enseignants sont à l'aise de le faire, mais aussi dans la prévention des violences par le consentement, par qu'est-ce qui est une relation qui est saine ou non, parce que c'est souvent là qu'on voit un pic de relations toxiques, de violence dans les relations, qu'elles soient psychologiques, qu'elles soient par la jalousie, qu'elles soient par le contrôle. Ça, je pourrais en parler pendant des heures avec l'arrivée des nouvelles technologies, les réseaux sociaux, le contrôle dans les premières relations, c'est souvent là que ça se fait. Sinon, secondaire 4-5, ben ça va être encore plus large, tout ce qui est les enjeux sociaux et éthiques liés à la sexualité, qu'est-ce qui est la pornographie, l'exploitation sexuelle, les violences dans les relations interpersonnelles, les grossesses non planifiées, la pression de performance, qu'on va venir inviter nos jeunes à réfléchir à qu'est-ce que ça signifie pour eux avoir une sexualité saine, respectueuse, positive. C'est quand même très varié. On voit qu'en secondaire 4-5, ils vont avoir 16-17 ans, ils vont peut-être être plus propices à avoir des relations sexuelles dites adultes. Ils sont à l'âge de consentir aux relations sexuelles. Juste un petit rappel, je disais, c'est quoi l'âge? Oui, Pour ceux qui ne savent pas. oui, l'âge global, c'est 16 ans pour consentir à toute relation sexuelle. Par contre, il y a 2 exceptions. À 12 et 13 ans, on a l'exception d'aller avec quelqu'un qui est 2 ans plus vieux que soi, donc 14-15 ans. Et à 14-15 ans, là, c'est l'exception d'aller avec quelqu'un qui est 5 ans plus vieux, fait que maximum 19 ou 20 ans. Sinon, 16 ans, t'as comme pas de maximum d'âge. Évidemment, il y a encore une autre petite exception qui est au niveau de de personnes en notion d'autorité sur soi ou pas en contexte d'exploitation sexuelle, parce que même si tu as 16 ans et que tu as un professeur, par exemple, ce n'est pas légal parce qu'il y a contexte d'autorité sur toi. Je pense que comme parents, c'est important aussi d'être au courant de ça pour bien accompagner nos jeunes, puis Absolument. d'ouvrir des discussions là, avec les adolescents. C'est nécessaire dans toutes les maisons, là, selon moi. C'est plus que nécessaire. Je pense que c'est essentiel dans le sens que ils vont tous passer par là. Ils vont tous passer par leur réveil sexuel. Ils vont tous passer par la découverte de leur sexualité, de leur identité. Faut les accompagner. C'est un processus qui est pas facile pour les adolescents. C'est un processus qui est vraiment rempli de questionnements, rempli d'incertitudes. Puis je pense que comme parents, c'est notre devoir de les aider à traverser cette passe-là de manière le plus facile, le plus simple, le plus exempt de stress, là, parce que c'est une période qui est très stressante déjà, de devoir savoir qu'est-ce que tu vas vouloir faire dans la vie, mais d'autant plus de tout
apprendre à te connaître toi au niveau individuel, c'est vraiment pas Puis facile. comprendre ce qui se passe dans ton corps, dans ta tête, tes émotions, les petits papillons, tout ça, là, ça arrive tout en même temps. C'est une grosse période, l'adolescence quand même, là. On parle des parents, là. Est-ce que dans le contenu là, d'éducation à la sexualité, là, au niveau du milieu scolaire, est-ce que l'implication des parents est encouragée? Est-ce que c'est écrit noir sur blanc, les parents sous telle forme doivent être impliqués ou pas du tout? Ben, la réponse courte, c'est non, pas directement. Le programme il est vraiment conçu pour être appliqué en classe par les enseignants. Cependant, c'est sûr que le ministère et les écoles vont rappeler que les parents, ça reste puis je pense et surtout les sexologues vont rappeler que les parents, ça reste les premiers éducateurs de la sexualité de leurs enfants. Ça veut dire que l'école doit donner les repères, les savoirs, les outils, mais ça sert à rien s'il n'y a pas de démarche qui va être faite par le parent dans le processus. En fait, évidemment qu'il y a certains endroits, certains milieux scolaires qui vont faire en sorte de peut-être avoir des initiatives pour inclure les parents, que ce soit des rencontres d'information, des soirées avec des sexos ou des ressources externes, mais c'est pas obligatoire encore dans le programme que ça passe par le parent, mais entre toi puis moi, je pense que qu'est-ce qui va faire en sorte qu'un enfant va avoir une longueur d'avance au niveau de leur éducation à la sexualité, c'est quand leurs parents vont être impliqués, qui va être là pour leur adolescent ou même pour leur enfant, là, évidemment, dès la première année, parce que c'est la personne duquel ils sont le plus proches. C'est ceux qui vont proches des valeurs familiales, qui vont venir influencer beaucoup notre façon de voir la sexualité. C'est ceux qui vont être les premiers facteurs de démonstration, je pense, à des parents en couple. C'est ceux qui vont démontrer c'est quoi une relation qui est saine, c'est quoi une relation qui est égalitaire. Ça va être le meilleur exemple pour leurs enfants. Je pense que c'est vraiment important d'impliquer le parent dès le jour 1 dans l'éducation à la sexualité des enfants. Puis mettons qu'un parent nous écoute actuellement puis qui se dit: «J'ai aucune ressource en ce moment pour accompagner mon jeune». Est-ce que tu peux me nommer, tu sais, on a parlé de Oli, qui est une plateforme d'éducation. Est-ce que tu peux nommer d'autres ressources en ligne, là, si les parents veulent, aller s'éduquer, pour accompagner leurs jeunes? Rapidement sur le net, Grandir, ils ont des bonnes ressources. Évidemment, je suis vendue au lit parce que c'est moi qui donne la notion, fait que j'essaie de faire en sorte que ça soit le plus complet possible. En fait, ça a commencé quand que j'étais enceinte de mon premier, puis que je me suis dit qu'est-ce que je vais vouloir dire ou savoir, même si je suis sexologue, fait que j'essayais de me mettre dans l'optique vraiment, je m'enlève de ma tête sexo. Là, je me mets dans ma tête, dans mon chapeau parent. Qu'est-ce que je vais vouloir que mon enfant sache? Comment je peux l'accompagner? Qu'est-ce qu'il faut que je lui dise? Comment il faut que je le fasse? C'est quoi les meilleurs trucs? Fait que je pense que c'est important comme parent d'aller s'informer. Il y a aussi un tas de livres maintenant qui existent. Je pense au petit guide de l'intimité illustré, qui sont des merveilleux livres si on veut accompagner notre enfant dans toute cette découverte-là. Il y a plein d'autres livres qui existent. Je pense qu'il y a plein de choses qui existent maintenant qui font en sorte que les parents peuvent être bien éduqués pour aider les enfants à être eux aussi mieux éduqués. C'est ça, l'information, elle est là, c'est juste qu'il faut avoir la curiosité puis l'ouverture d'aller chercher par nous-mêmes. Puis si on veut consulter en sexologie, est-ce qu'il y a un âge minimal pour, les enfants, les adolescents? Comment ça fonctionne? Il y a pas d'âge minimal. En fait, c'est pas juste quand quelqu'un va commencer à avoir des relations ou des relations sexuelles comme on l'entend. Ça peut être déjà dès l'enfance, comme moi j'en fais à l'enfance, tantôt quand j'ai dit que j'avais une spécialisation en enfance. En fait, c'est dès qu'un parent peut commencer à s'inquiéter d'un comportement un peu sexualisé, d'une question qui revient souvent lorsqu'on veut avoir des outils pour accompagner notre enfant. Mais sur le point de vue légal, il faut savoir que les enfants de moins de 14 ans ont besoin du consentement de leurs parents pour intervenir avec eux. Donc, souvent, le parent va être consulté aussi en parallèle, probablement pour une rencontre, pour comprendre un petit peu l'enjeu familial, les comportements qu'il voit, peut-être le contexte de pourquoi il pense venir consulter en sexologie, mais que l'enfant va quand même garder un niveau de secret professionnel, dans le sens le professionnel n'est pas tenu de dire tout ce qui a été discuté avec l'enfant aux parents, mais évidemment, va faire un résumé des choses importantes. Mais à partir de 14 ans, les enfants ou les adolescents vont pouvoir venir consulter par eux-mêmes, puis sans nécessairement avoir besoin de l'accord parental, puis ils vont avoir aussi le secret professionnel total. Les parents n'auront pas nécessairement besoin d'être mis au courant de qu'est-ce qu'on parle en rencontre. C'est sûr que moi, je pense que l'accompagnement familial, d'inclure le parent un peu dans la rencontre, d'en parler à son parent, c'est bien, mais des fois, ça dépend aussi de notre contexte familial. Si on a 14 ans puis qu'on veut consulter, puis pas
que nos parents le sachent, ça peut être pertinent de le faire si c'est ce besoin-là qu'on ressent. Mais on peut consulter à tout âge. Je pense que c'est seulement les besoins puis la façon d'intervenir qui vont varier selon le stade de développement, mais je pense que c'est autant important à l'enfance que rendu à l'âge adulte. Si tu consultes en enfance, souvent, tu n'auras pas besoin de consulter à l'âge adulte. Pour conclure, là, tu avais une baguette magique. Qu'est-ce que tu changerais au programme éducation à la sexualité dans le milieu scolaire? Je pense que c'est déjà bien le programme qu'ils ont fait, le CCQ. Ils ont amené beaucoup d'améliorations par rapport aux anciens programmes. Juste de mettre obligatoire le fait de devoir parler d'éducation à la sexualité, c'est vraiment bien, mais je pense qu'il y a encore énormément de zones grises. Avec une baguette magique, ça serait que tout ce contenu-là soit donné par des professionnels sexologues ou qu'il y ait des outils qui sont de plus en plus concrets pour les enseignants, qui sont créés pour eux, qui soient plus faciles de passer l'apprentissage, surtout par le jeu. Je pense à Réforme, qui est une belle entreprise québécoise qui a fait des jeux d'anatomie avec questions pour aider les enseignants justement à passer leur matière de manière un petit peu plus ludique, et de manière aussi clé en main, là, pour essayer de donner des pistes aux enseignants pour être plus à l'aise de le faire. Vivement les sexos dans toutes les écoles. Je pense que ça va être le mot de la fin. Merci infiniment, Judith, pour cette belle discussion-là. Et ça me fait À plaisir. la prochaine. Bye. À la prochaine.